Malheureusement, cette déstabilisation, elle existe, comme je vous l'expliquais, euh, en Libye et en Centrafrique avant 2014. La Centrafrique étant un des dominos tombés à la suite du domino libyen. Il y a également le Mali. En Centrafrique, on a mis au pouvoir, avec la complicité de Paris et de Washington, une force politique qu'on appelle la Sénéca, à dominante musulmane contre un ancien régime à dominante chrétienne, et en sachant que dans cette Sénéca, il y avait des islamistes. Le pays maintenant, vous avez vu ce qui s'est passé ces dernières 48 heures, il y a des morts, il y a des populations en fuite en Centrafrique. Le Mali vit la même déstabilisation. Ce qui se passe au Burkina Faso a été tenté et est tenté en ce moment dans d'autres pays. Au Gabon, il y a une révolution de couleur rampante avec l'ancien président de l'Union africaine, Jean Ping, qui est l'homme des Occidentaux. Ça n'a pas marché, mais ça continue. Il y a eu une tentative de révolution de couleur, nous en avons parlé plusieurs fois, Igor, au Burundi, où on a essayé de chasser le président Nkurunziza, qui est majoritaire politiquement dans le pays. Ça n'a pas marché. Maintenant, la déstabilisation est faite par une politique d'assassinat des cadres politiques et militaires par des escadrons de la mort. La sécurité du Burundi accuse les partis liés aux Occidentaux. On a essayé la même chose, c'est en cours, contre Kabila en République démocratique du Congo. Et il y a deux grandes opérations actuellement contre les deux pays qui sont devenus les bêtes noires des Américains et des Français. C'est la Guinée équatoriale et c'est le Tchad. Ce qui se passe en Guinée équatoriale, ça se passe sur l'île de Bioko. Pour les lecteurs comprennent, la Guinée équatoriale, c'est un pays avec une partie continentale qui est voisine du Cameroun et avec une série d'îles, dont une très grande île qu'on appelle l'île de Bioko. Jusqu'en 1968, c'était des colonies espagnoles qui étaient indépendantes l'une de l'autre. En 68, les Espagnols sont partis en donnant une indépendance globale et l'île de Bioko, où est la capitale de la Guinée équatoriale, qui s'appelle depuis 1968 Malabo, qui s'appelait avant San Juan, eh bien, Malabo, donc, fait face en 1968, puis rien pendant presque 50 ans, et maintenant depuis 2010, à un mouvement indépendantiste de l'île de Bioko, qu'on appelle le MAIB, et qui joue sur des tensions ethniques entre les deux populations de l'île, les Fang, qui sont majoritaires dans toute la Guinée équatoriale, et les Boubis, qui sont la population d'origine de l'île de Bioko, mais c'était vrai au XVIIIe siècle, plus maintenant. Les Espagnols ont amené des Fang pour travailler dans les plantations, et maintenant les Fang sont majoritaires. Une multinationale du pétrole américaine a donc créé un centre culturel sur l'île de Bioko, dans un des quartiers de Malabo, un centre culturel exclusivement Boubi. Elle a donné la gestion à des cadres de l'opposition, dont le fameux MAIB, et on a commencé notamment en utilisant des groupes de rap. Il faut retenir que dans toutes les révolutions de couleur, depuis la première en Yougoslavie en 2000 contre Milosevic, on a toujours utilisé les groupes de rap pour influencer la jeunesse. On a donc fait du rap que je peux appeler xénophobe, où on appelle au départ des Fang de l'île. Il y a eu des manifestations. La population n'a pas accepté. Elle a exigé la démission des dirigeants de ce centre culturel. Le gouvernement est intervenu et à partir d'une population où il n'y avait aucune tension ethnique, les Occidentaux, ici les Américains, mais il faut retenir que le Quai d'Orsay, notamment via des ONG françaises en Guinée équatoriale, soutient cette opération, eh bien, Madrid soutient également. On essaye de créer artificiellement des tensions ethniques de façon à déstabiliser le gouvernement. Il y a des élections générales en 2016 en Guinée équatoriale, municipales, législatives, présidentielles. Il y a tout un mouvement, des créations d'ONG,
de l'agitation qui est faite. Deuxième pays visé, c'est le Tchad. Le Tchad, c'est le pays fort du nouveau panafricanisme avec la Guinée équatoriale. Le président joue un rôle déterminant avec l'armée tchadienne, qui est une armée aguerrie dans la guerre du désert, la guerre asymétrique. Il joue un rôle déterminant dans le combat contre Boko Haram, contrairement à la guerre qui est menée avec l'aide américaine par l'armée du Nigeria. L'armée du Tchad a toujours écrasé Boko Haram. Elle est en alliance avec l'armée du Cameroun. Le président Idriss Déby Itno a donné au mois d'août une grande conférence de presse où il a dit qu'il était temps que l'Afrique s'affranchisse, les anciennes colonies françaises, de ce qu'on appelle le franc CFA. C'est une monnaie africaine partagée par 15 pays africains, 14 en Afrique de l'Ouest et un à Madagascar. Et en fait, la monnaie est contrôlée, y compris les trésoreries des États africains par Paris. Idriss Déby Itno a dit stop, donc il est devenu la bête noire. Comment déstabilise-t-on le Tchad? On a lancé un groupuscule de jeunes, lui aussi soutenu par Soros et la NED, qui s'appelle Stop. Il y a eu de l'agitation, tous les prétextes sont bons. Par exemple, dans le port du casque par les motards, il y a énormément de motos. C'est le principal moyen de déplacement des jeunes, notamment dans la capitale N'Djamena. Et on a demandé le port du casque pour des raisons de sécurité, mais il fait chaud en Afrique. Ça a été immédiatement l'occasion d'émeutes contre le gouvernement. Et le deuxième prétexte, c'est le procès Washington à une force politique qu'on appelle la Sénéca, à dominante musulmane contre un ancien régime à dominante chrétienne, et en sachant que dans cette Sénéca, il y avait des islamistes. Le pays maintenant, vous avez vu ce qui s'est passé ces dernières 48 heures, il y a des morts, il y a des populations en fuite en Centrafrique. Le Mali vit la même déstabilisation, et ce qui se passe au Burkina Faso a été tenté et est tenté en ce moment dans d'autres pays. Au Gabon, il y a une révolution de couleur rampante avec l'ancien président de l'Union africaine, Jean Ping, qui est l'homme des Occidentaux. Ça n'a pas marché, mais ça continue. Il y a eu une tentative de révolution de couleur, nous en avons parlé plusieurs fois, Igor, au Burundi, où on a essayé de chasser le président Nkurunziza, qui est majoritaire politiquement dans le pays. Ça n'a pas marché. Maintenant, la déstabilisation est faite par une politique d'assassinat des cadres politiques et militaires par des escadrons de la mort. La sécurité du Burundi accuse les partis liés aux Occidentaux. On a essayé la même chose, c'est en cours, contre Kabila en République démocratique du Congo. Et il y a deux grandes opérations actuellement contre les deux pays qui sont devenus les bêtes noires des Américains et des Français. C'est la Guinée équatoriale et c'est le Tchad. Ce qui se passe en Guinée équatoriale, ça se passe sur l'île de Bioko. Pour les lecteurs comprennent, la Guinée équatoriale, c'est un pays avec une partie continentale qui est voisine du Cameroun et avec une série d'îles, dont une très grande île qu'on appelle l'île de Bioko. Jusqu'en 1968, c'était des colonies espagnoles qui étaient indépendantes l'une de l'autre. En 68, les Espagnols sont partis en donnant une indépendance globale et l'île de Bioko, où est la capitale de la Guinée équatoriale, qui s'appelle depuis 1968 Malabo, qui s'appelait avant San Juan, eh bien, Malabo, donc, fait face en 1968, puis rien pendant presque 50 ans, et maintenant depuis 2010, à un mouvement indépendantiste de l'île de Bioko, qu'on appelle le MAIB, et qui joue sur des tensions ethniques entre les deux populations de l'île, les Fang, qui sont majoritaires dans toute la Guinée équatoriale, et les Boubis, qui sont la population d'origine de l'île de Bioko, mais c'était vrai au XVIIIe siècle, plus maintenant. Les Espagnols ont amené des Fang pour travailler dans les plantations, et maintenant les Fang sont majoritaires.
Une multinationale du pétrole américaine a donc créé un centre culturel sur l'île de Bioko, dans un des quartiers de Malabo, un centre culturel exclusivement Boubi. Elle a donné la gestion à des cadres de l'opposition, dont le fameux MAIB, et on a commencé notamment en utilisant des groupes de rap. Il faut retenir que dans toutes les révolutions de couleur, depuis la première en Yougoslavie en 2000 contre Milosevic, on a toujours utilisé les groupes de rap pour influencer la jeunesse. On a donc fait du rap que je peux appeler xénophobe, où on appelle au départ des fangs de lit. Il y a eu des manifestations. La population n'a pas accepté. Elle a exigé la démission des dirigeants de ce centre culturel. Le gouvernement est intervenu et à partir d'une population où il n'y avait aucune tension ethnique, les Occidentaux, ici les Américains, mais il faut retenir que le Quai d'Orsay, notamment via des ONG françaises en Guinée équatoriale, soutient cette opération, eh bien, Madrid soutient également. On essaie de créer artificiellement des tensions ethniques de façon à déstabiliser le gouvernement. Il y a des élections générales en 2016 en Guinée équatoriale, municipales, législatives, présidentielles. Il y a tout un mouvement, des créations d'ONG, de l'agitation qui est faite. Deuxième pays visé, c'est le Tchad. Le Tchad, c'est le pays fort du nouveau panafricanisme avec la Guinée équatoriale. Le président joue un rôle déterminant avec l'armée tchadienne, qui est une armée aguerrie dans la guerre du désert, la guerre asymétrique. Il joue un rôle déterminant dans le combat contre Boko Haram, contrairement à la guerre qui est menée avec l'aide américaine par l'armée du Nigeria. L'armée du Tchad a toujours écrasé Boko Haram. Elle est en alliance avec l'armée du Cameroun. Le président Idriss Déby Itno a donné au mois d'août une grande conférence de presse où il a dit qu'il était temps que l'Afrique s'affranchisse, les anciennes colonies françaises, de ce qu'on appelle le franc CFA. C'est une monnaie africaine partagée par 15 pays africains, 14 en Afrique de l'Ouest et un à Madagascar. Et en fait, la monnaie est contrôlée, y compris les trésoreries des États africains par Paris. Idriss Déby Itno a dit stop, donc il est devenu la bête noire. Comment déstabilise-t-on le Tchad? On a lancé un groupuscule de jeunes, lui aussi soutenu par Soros et la NED, qui s'appelle Stop. Il y a eu de l'agitation, tous les prétextes sont bons. Par exemple, dans le port du casque par les motards, il y a énormément de motos. C'est le principal moyen de déplacement des jeunes, notamment dans la capitale N'Djamena. Et on a demandé le port du casque pour des raisons de sécurité, mais il fait chaud en Afrique. Ça a été immédiatement l'occasion d'émeutes contre le gouvernement. Et le deuxième prétexte, c'est le procès qui se tient par une juridiction spéciale qu'on appelle les chambres africaines et qui se tient, c'est un procès qui se tient à Dakar au Sénégal et qui juge l'ancien dictateur du Tchad qui est Hissène Habré. Il est poursuivi pour génocide, crime de guerre. Le régime est une dictature et une dictature sanglante avec une police politique qu'on appelle Gestapo tchadienne. Il y a eu des morts d'exécutants, il y a eu des morts d'opposants, il y a eu des assassinats de masse de population. Idriss Déby Itno n'a rien à voir là-dedans. Pendant les années Hissène Habré, il était le chef d'état-major, il s'occupait de l'armée. Il s'occupait, à l'époque, le Tchad était en guerre contre la Libye, et était en guerre contre des rébellions. Donc, il a fait la guerre, il n'a pas de place dans la répression. On a essayé des partis civils, il y a quelques semaines, de l'impliquer dans le procès de Dakar. On va en parler notamment la semaine prochaine. Je dois en principe d'ailleurs me rendre à Dakar pour intervenir dans le cadre de ce procès pour la défense du gouvernement tchadien. Et donc, c'est un moyen de déstabilisation. Il faut dire un dernier mot sur le régime d'Hissène Habré. C'était un régime qui était porté à bout de bras par l'Amérique de Reagan
et par la France de François Mitterrand. C'est l'époque où le colonel, la Libye de Kadhafi, Kadhafi était la bête noire de Washington et de Paris, et ils avaient transformé le Tchad en plateforme d'agression contre la junte aérienne libyenne. Donc, ce qu'il faut faire à Dakar, évidemment, et ce qu'ils veulent éviter, c'est le procès, notamment de la France-Afrique, et de la politique de soutien aux dictatures de Washington, notamment de 1960 à nos jours. Le but en impliquant le président Idriss Déby Itno, c'est de le fragiliser le nouveau panafricanisme et d'éviter qu'on fasse évidemment le procès du néocolonialisme occidental. Voilà, Igor, le sort de l'Afrique. Il y a des gens qui veulent présenter une vitrine d'une Afrique qui émerge, etc. Ce n'est pas possible lorsque on mène une recolonisation politique, lorsqu'il y a dans toute l'Afrique des dizaines de missions militaires. Pour comprendre, la France a une dizaine de bases militaires. Les États-Unis, en 2007, lorsqu'on crée l'Africom, ont une seule base à Djibouti. Ils en ont 34 maintenant. Ils veulent créer une super base de l'US Navy dans le golfe de Guinée, sur les îles de Sao et Tomé, en face de la Guinée équatoriale. Ils veulent y implanter une flotte permanente avec des porte-avions et des armes nucléaires, comme il y a une 6e flotte en Méditerranée, une 5e flotte en Ukraine. Il y a également, il ne faut pas l'oublier, la grande Allemagne de Mme Merkel qui veut revenir en Afrique, qui a fait un manifeste politique pour le retour de l'Allemagne en Afrique. Et en 2013, il y avait une mission militaire allemande au Mali. Il y en a 14 actuellement en Afrique. Ça entre dans le cadre de la politique américaine pour affaiblir la France. Il y a également Madrid qui mène des opérations contre le gouvernement de Guinée équatoriale. Il y a la Belgique qui est active au Burundi, au Rwanda, en appui de la politique américaine. Quand on voit tout ça, il y a également, parce que ça se fait de façon très discrète, mais il ne faut pas oublier la politique de Londres dans les anciens pays africains, il y a tout ce réseau d'ONG occidentales, américaines, françaises, allemandes, britanniques, qui mènent une politique permanente de déstabilisation des États. Il y a l'Africom qui est en train de tisser des liens de suggestion avec milliers d'officiers supérieurs africains. Il y a eu une réunion à Dakar au mois de mars. L'Africom a convoqué les généraux de 43 pays africains. Convoqués, c'est le terme employé par les Américains, comme on convoque des domestiques. Quand vous voyez tout ça, évidemment, l'Afrique est mal partie, et ça explique le succès, le renouveau du panafricanisme en Afrique. Il y a eu un panafricanisme avant la décolonisation, c'est la première vague, ce qu'on appelle les grands ancêtres. Il y a eu un deuxième panafricanisme des années 60, avec des gens comme Lumumba, Nkrumah, Nasser. Il y a eu le troisième panafricanisme, c'était celui qui était initié par la Libye de Kadhafi. C'est là que moi je suis rentré dans le combat panafricain à la Libye. Et il y a maintenant un quatrième panafricanisme qui est extrêmement populaire, qui est un panafricanisme non plus d'intellectuels, mais des masses africaines, et qui se bâtit autour du soutien au Tchad, à la Guinée équatoriale, et autour de la grande télévision Afrique Média, qui est une télévision d'information politique et de débat, et qui conscientise les masses africaines. Le combat, évidemment, qui est en train de se passer maintenant, c'est d'empêcher cette recolonisation de l'Afrique et de faire émerger l'Afrique au XXIe siècle, non plus comme un sujet de l'histoire, ce qu'elle est depuis la colonisation européenne au XVIe siècle, mais de redevenir un acteur de l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique, l'Afrique, ce n'est pas un continent vierge et blanc, comme l'explique l'histoire occidentale de la colonisation. Il y a en Afrique, depuis l'Antiquité jusqu'à l'arrivée des Portugais et puis des Espagnols au XVIe siècle, il y a des royaumes africains, il y a des États et des empires, il y a notamment autour de l'an 1000 l'État du Zimbabwe, il y a l'Empire Songo,
il y a le grand royaume du Congo. Ce sont des États structurés avec de grandes villes. Présenter l'Afrique, comme l'a fait par exemple le colonialisme belge, comme un pays vierge lorsque les Européens sont arrivés, avec uniquement des forêts, c'est faux. Il y a de très grandes villes en Afrique, comme Tombouctou, comme Gao au Mali, comme la fameuse ville du Zimbabwe dont on a retrouvé les ruines. Et donc, toute cette histoire de l'Afrique en tant que structure politique, avec ses États, avec ses systèmes politiques, avec ses grandes armées, tout ça a été détruit par la colonisation européenne, principalement à partir de l'arrivée des Portugais et des Espagnols. Et le but évidemment du combat panafricain aujourd'hui, c'est que l'Afrique renoue avec son histoire, qu'elle redevienne un acteur majeur de la vie internationale. Et le nouveau panafricanisme, c'est pour ça qu'il est insupportable, et ça sera ma conclusion aux Occidentaux, c'est qu'ils regardent évidemment vers les forces politiques, géopolitiques, qui entendent déboucher sur un monde multipolaire et égalitaire. C'est Moscou, c'est Pékin, et c'est dans une moindre mesure Téhéran.